vais pas vous mentir, on est hyper emballé par le projet. On recale 50 projets cosmétiques par semaine. Je pense que vous avez trouvé une niche hyper intéressante. Le laboratoire était tellement emballé par le projet qu'ils nous ont financé la R&D gratuitement. C'est que toutes les connaissances que tu n'as pas, il faut juste aller les chercher chez les autres. Salut à tous, c'est Maxime Astuce, étudiant, entrepreneur et créateur de contenu. Avec mes 2,5 millions d'abonnés, je partage tous les jours sur les réseaux des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Dans ce podcast, on rencontre, on découvre des personnalités hors du commun pour comprendre la recette de leurs exploits. Artistes, entrepreneurs, influenceurs et plus encore, ils nous partagent leur expérience et leurs meilleurs conseils, bref, ce qui les a menés au succès. Salut Victoire. Salut Maxime. Ton parcours est fascinant. Après un brillant parcours académique à Assas, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle de tes études. Partant d'un problème de peau personnel, tu as collaboré avec un laboratoire pendant 2 ans et demi pour formuler une solution qui est aujourd'hui commercialisée sous la marque Thank You Lab. Malgré les sceptiques, tu as prouvé qu'il est possible de se faire une place sur un marché saturé. De plus, tu as su adopter une approche moderne de la publicité, en particulier sur TikTok, pour propulser ta marque. Récemment, tu t'es également lancé dans la chanson, avec des résultats impressionnants sur YouTube. Victoire, bienvenue et merci de partager ton incroyable parcours avec nous. Avec grand plaisir. On va commencer sur une partie 1, on va plutôt rentrer sur ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es arrivé, qui tu es. Je vais donc commencer. Comment t'es venue l'idée de créer Thank You Lab ? C'est tout simple. Moi, je considère que je suis la première cliente de Thank You Lab. Donc, mon marché, je l'ai abordé par le prisme du consommateur, donc la consommatrice que j'étais, et ne trouvant pas de solution pour mon propre problème de peau, après avoir eu le réflexe classique d'être allé voir des dermatologues, des pharmaciens et d'avoir essayé ce qu'on me conseillait, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait une défaillance de marché sur les problèmes de peau atopiques, qui sont donc les problèmes qui concernent la peau sèche. Moi, le mien, c'est la kératose pilaire, c'est donc les petits boutons qu'on retrouve généralement au niveau des bras, sur les jambes, mais il y a même des gens qui en ont sur le visage. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que s'il n'y avait pas de solution, il fallait que j'en fasse une. Déjà pour moi, parce que je complexais énormément. Quand j'étais adolescente, je me mettais quand même du fond de teint sur les jambes l'été, quand il faisait 35 degrés et que se mettre en pantalon, ça n'avait pas de sens. Et du coup, en fait, trouver cette solution, c'était une pure nécessité pour moi. Et en est découlé le business où je me suis dit, mais en fait, c'est un gros marché. Après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que ça concernait plus ou moins 40% de la population des gens qui ont entre 10 et 35 ans. Donc, je me suis dit, let's go. Trop sympa. Et t'as lancé ça à quel âge ? Alors, j'ai commencé la recherche avec le laboratoire, je devais avoir 20 ans. Ok, ah ouais, t'as commencé super jeune. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'en as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ok, donc là, ça fait 5 ans du coup que tu as commencé à juste imaginer le produit. Donc, t'es parti voir un laboratoire, t'as fait 2 ans et demi de recherche. Comment ça s'est passé, tout ça ? Comment t'as fait pour trouver ton laboratoire, t'as eu l'idée du coup d'un problème que toi t'avais. Et après, comment t'as fait pour passer à l'action ? Alors, au début, on a été hyper naïfs parce que du coup, on est 2. J'ai un associé dans la société qui s'appelle Thibaut. Et quand je lui ai dit que je voulais trouver une solution contre ce problème, au début, on a été un peu naïfs. On s'est improvisé chimiste. Donc, on a commandé sur Internet plein de principes actifs après avoir fait des recherches sur le problème de peau. Et on a commencé à essayer de formuler des solutions dans sa cuisine. Je me rappelle de ces moments. Faut quand même savoir que ma pire note au bac, c'est sciences. Et je nous revois dans sa cuisine à tout désinfecter avec de l'alcool à 90 degrés. Et on essayait de formuler des trucs. C'était évidemment un échec total parce que la formulation, c'est un métier. Il y a des gens qui font des années et des années d'études pour apprendre la biochimie. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, faut qu'on trouve un laboratoire. Et ça, c'est le premier grand piège, en fait, de la cosmétique, c'est que toute personne qui veut créer une boîte de cosmétiques se met à taper sur Internet laboratoire. Et en fait, tu tombes sur 1 milliard de laboratoires possibles et imaginables. Et généralement, les laboratoires te proposent, en fait, des formules catalogues. Et c'est des commerciaux comme tout le monde. Des marques blanches. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui font de la marque blanche. C'est-à-dire que ça partait d'une super bonne intention à la base. Et en fait, ils se retrouvent avec les mêmes bases de formules que L'Oréal, que les Garnier et compagnie. Et ils rajoutent juste un petit actif en plus pour faire leur démarcation et leur marketing. Mais ça n'est pas de la vraie formule. En tout cas, ce n'est pas de la vraie formulation unique, comme nous, on est allé chercher, on est allé faire justement dans ce fameux laboratoire en Suisse qu'on a trouvé par chance parce que la cousine de Thibaut était en stage chez une marque de cosmétiques que moi j'appréciais beaucoup à titre personnel et on a réussi à scraper comme ça le nom du laboratoire et j'ai envoyé
pareil, naïvement, un message sur LinkedIn à la fondatrice du laboratoire en disant « Coucou, c'est moi, je m'appelle Victoire, voilà, j'ai ce problème de peau, je trouve pas de solution. Je pense qu'il y a un marché, est-ce que vous êtes partante pour en parler ?» Et en fait, c'est le fondateur du laboratoire, son associé, qui m'a contacté 2 jours après. Je l'ai eu pendant une demi-heure au téléphone et il m'a dit « Bon, let's go, je monte à Paris le week-end prochain » parce que du coup, il était en Suisse et on s'est rencontrés, on a passé 4 heures gare de Lyon à brainstormer. Il m'a dit « Écoutez, je vais pas vous mentir, on est hyper emballé par le projet. On pense que ça a vraiment ses chances et pourtant on recale 50 projets cosmétiques par semaine justement parce que sortir un énième nettoyant, une énième crème de jour, en fait tout le monde le fait et là on pense que vous avez trouvé une niche hyper intéressante pour pénétrer le marché et du coup c'est comme ça que la recherche a démarré. Ok, incroyable. Pour remettre juste dans le contexte, une marque blanche, c'est du coup une formule qui existe déjà, où on peut tout simplement rajouter son logo, son branding, etc. et vendre le produit, du coup, sous son nom, mais avec une formule qui existe déjà. C'est ça. Et généralement, c'est ça le piège, c'est que les laboratoires, quand on les contacte pour créer sa marque de cosmétiques, proposent d'emblée, en fait, toutes les formules qu'ils ont dans leur catalogue et disent, ça, c'est ce qu'on a créé pour ça va être super, allez-y. Et en fait, du coup, au niveau du produit, il y a absolument aucun élément de différenciation par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que du coup, là, t'as commencé les recherches. C'est le laboratoire qui t'a beaucoup aidé. C'est toi qui a dû faire beaucoup de recherches. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune compétence scientifique. J'ai essayé, mais non, je n'ai aucune compétence scientifique. Et c'est vraiment le job du laboratoire, avec leurs chercheurs, leurs formulateurs, de faire justement toute la partie scientifique et R&D. Et moi, j'étais en validation et en test, c'est-à-dire que je recevais les solutions chez moi. Par exemple, pour le premier produit qu'on a sorti, il nous a fallu 14 reformulations sur les 2 ans et demi. Et à chaque fois, c'est des semaines et des semaines de tests sur un panel de personnes pour justement aller chercher l'efficacité ou pas, du produit. Et ça nous, j'avoue qu'au bout de la 10e formule, j'étais un peu en mode, peut-être qu'il n'y a pas de solution, en fait, contre ce problème de peau. Et quand on a trouvé la formule, donc la 14e, on était vraiment très contents. Ça coûte très très cher, l'industrie de la cosmétique. Donc, plus tu fais, moi, j'y ai été aussi un peu, donc je sais à peu près ce que ça vaut. Toi, comment t'as fait au début? Pour financer. Ça a dû coûter beaucoup d'argent. Alors, on a eu beaucoup de chance. Moi, je crois que j'ai vraiment une bonne étoile dans la vie. Le laboratoire était tellement emballé par le projet qu'ils nous ont financé la R&D gratuitement. Incroyable. Alors, on a juste avancé les matières premières, mais c'était vraiment un coût résiduel par rapport à ce que ça peut coûter, ouais. Ok, incroyable. Et comment t'as géré les défis, les opportunités en lançant Thank You Lab? Ça, c'est une vraie bonne question. Je pense que moi, j'ai une grande forme de déni et de naïveté. Je gère très bien le stress de manière générale parce que moi, je considère qu'il faut arrêter de passer trop de temps à penser les choses en amont et à s'inquiéter justement de ce qui va bien ou mal se passer, des opportunités, des échecs, des potentiels obstacles. Je crois qu'il faut juste y aller. Et l'entrepreneuriat est pour moi quelque chose qui s'apprend sur le tas. Tu l'as dit au début, j'ai pas de formation business et encore moins scientifique. Et en fait, il faut prendre les problèmes les uns après les autres, trouver des solutions. Et je crois que le job de l'entrepreneur, c'est ça. Donc voilà, je prends les choses comme elles viennent 24 heures à la fois. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis totalement d'accord. Et du coup, t'as fait 2 ans et demi de recherche. Ouais. Après, t'as réussi à avoir ton produit qui pour toi était le produit idéal. Et qu'est-ce qui s'est passé après? T'as créé un site web ou t'es parti le vendre en boutique? Comment t'as fait? Alors, on est tout de suite allé sur la solution du e-commerce parce que c'était la chose qui nous paraissait la plus simple à mettre en place à ce stade. Donc, on a effectivement créé un site e-commerce. On a fait l'erreur au début de ne pas être sur Shopify. Je me rappelle même plus du nom de l'hébergeur chez qui on était, mais c'était pas du tout adapté au e-commerce. Donc, on a rapidement fait le switch sur Shopify, qui est pour moi vraiment l'absolu en fait du e-commerce en général. Et en fait, on a tout dû apprendre sur le tas, C'est-à-dire que on a trouvé un petit développeur, il nous a fait notre site, qui était un site très e-commerce, pas très qualitatif. Et on s'est rendu compte quand même que nous, on avait un produit qui était très expert, qui flirte quasiment avec le médical. Donc, on avait besoin de ramener aussi cette image de marque experte. Donc, le site, il est encore en train d'évoluer à ce jour, alors que ça va faire bientôt 2 ans qu'on est sur le marché. Et on est à peine en train de trouver l'équilibre, justement, entre ce côté marque cosmétique classique et marque experte qui flirte avec le médical, parce qu'on s'adresse à des problèmes de peau spécifiques et sérieux qui impactent la vie des gens. Donc, j'ai dû en parallèle aussi apprendre, découvrir le monde de l'advertising en ligne. Je n'y connaissais absolument rien. Advertising, pour ceux qui savent pas, c'est faire de la publicité via les réseaux sociaux, de la publicité en ligne. Voilà, désolée. Et en fait, ce qui est génial, et moi, c'est la grande leçon que je tire de cette aventure Thank You Lab, c'est que toutes les connaissances que tu n'as pas,
en fait, il faut juste aller les chercher chez les autres. C'est-à-dire que ça coûte rien aujourd'hui d'envoyer un message LinkedIn à quelqu'un qui a justement la compétence qui te manque, de proposer un call, de demander des conseils. Et dès lors que tu as une approche un peu sympa et polie, les gens sont assez enclins en fait à t'aider. Et moi, je suis assez contre le côté. Alors, ça dépend pourquoi et sur quelle verticale. Mais j'aurais pu passer des heures et des mois et des semaines à me former sur tous les sujets pour monter en compétence sur tous les sujets. Et ça aurait été en fait du temps perdu à être dans l'action et dans le vrai lancement de ma boîte. Et en fait, je suis encore en apprentissage aujourd'hui et je pense que je le serai toute ma vie. Mais mon réflexe, quand il y a une compétence qui me manque, un skill que je n'ai pas, en fait, c'est d'aller le chercher chez les autres. Et les gens vraiment tendent leurs mains de manière assez hallucinante quand t'es sympa, quoi. Ok, hyper intéressant. Du coup, à chaque fois, tu fais un DM LinkedIn à une personne. Après, je DM les gens, moi. Non, pas forcément LinkedIn, mais tu vois, ça peut être des gens que tu rencontres à des événements business. Enfin, de manière générale, la vie est quand même un enchaînement d'interactions et je trouve que les opportunités sont là, en fait. Donc, moi, quand je rencontre quelqu'un où c'était pas forcément prévu, j'avais pas forcément de questions en tête, mais que je me rends compte que la personne est ultra compétente sur un sujet, mais je vais tout de suite l'engager dessus et je vais dire ah mais ça m'intéresse grave, je suis hyper curieuse, j'y connais rien et justement cette position que t'adoptes, qui est la position d'humilité en fait, de dire je ne sais pas, font que les gens sont assez contents en fait de venir mettre justement leur expertise sur la table et quand tu poses les bonnes questions de la bonne manière, en fait tu chopes énormément d'expérience et ça de manière totalement gratuite. Ouais, je suis bien d'accord. Et tu te formes aussi un peu en ligne ou non, tu te formes vraiment sur le terrain, etc. Je me forme sur le terrain, moi. Et le fait d'être une femme dans le monde du cosmétique, etc., ça a été un avantage. Comment tu l'as perçu, toi ? Moi, je le perçois vraiment comme un avantage parce que ça m'a donné la chance en fait d'incarner ma marque. Et particulièrement parce que c'était mon problème de peau que j'ai développé ce produit pour moi à la base. Là, si tu veux, on atteint un niveau d'incarnation et de personnification de la marque qui est juste parfait, quoi, parce qu'il y a un alignement total entre le fondateur et son produit. Donc moi, prendre la parole sur les réseaux sociaux, notamment TikTok où ça a vraiment très bien fonctionné, a été un gros booster pour Thank You Lab. Ok. Et ton associé, lui, comment il l'a vécu ? Parce que du coup, c'est un homme. Ça a été compliqué pour lui de rentrer dans un monde un peu de femmes ? C'est pas vraiment un monde de femmes, hein. Le côté, le versant en lumière de la cosmétique est un monde de femmes, parce qu'on le voit bien dans la publicité, les grandes affiches, c'est toujours des femmes, des mannequins, etc. Mais le versant business de la cosmétique est un monde en fait assez masculin. Quand tu regardes des grands noms de la cosmétique, je pense par exemple à Didier Tabary, qui lui a pris Filorga et l'a emmené jusqu'aux étoiles, et maintenant à la tête du groupe Cresque, qui comprend SVR, Lazartigue, et j'ai plus le dernier nom. Mais c'est un homme, et lui, il est, c'est pour moi, c'est honnêtement la personne que j'admire le plus aujourd'hui dans le monde de la cosmétique. Et en fait, le business de la cosmétique est un monde assez masculin. Ok. Donc il l'a très bien vécu, mon associé. Okay. Et justement, lui, il est dans ce côté business et on a des rôles totalement différents dans la boîte. On aime bien résumer ça comme ça. Si Thank You Lab est debout au quotidien et fonctionne au quotidien, c'est grâce à Thibaut. Et si Thank You Lab a de l'avenir, c'est grâce à moi. Et du coup, ça fonctionne très bien parce qu'on est ultra complémentaires. D'ailleurs, en parlant de ton associé, comment tu l'as trouvé ? C'est très compliqué de trouver un associé. Qu'est-ce qui t'est dit, genre, pourquoi tu t'es associé avec lui ? Comment tu l'as trouvé ? Raconte-nous un peu ça. Ça va être le moment sympa. Alors Thibaut est mon ex. C'est-à-dire qu'au moment où donc je fais mes études de droit et j'ai l'idée de Thank You Lab, on est ensemble, on est en couple. Et j'étais en stage en cabinet d'avocat l'été, donc il faisait 35 degrés. J'avais à nouveau ce problème de complexe où j'avais pas envie de montrer mes jambes. Et il vient me chercher à la sortie de mon stage. Et en fait, j'avais passé la journée à brainstormer l'idée, à faire des recherches, à me rendre compte qu'il y avait un marché et que ça y est, là pour moi, il fallait que je passe à l'action, il fallait que Thank You Lab voie le jour. Et donc il vient me chercher et je lui en parle et je lui dis voilà Thibaut, j'ai une bête d'idée. Je pense qu'il faut que je trouve une solution contre la kératose pilaire. Et je me rappellerai toujours, il marque une pause, il me regarde et il me dit Victoire, je crois que t'es en train de parler de l'entreprise de ta vie. Et je lui dis ah tu penses? Et je lui dis est-ce que tu veux faire ça avec moi? Il m'a dit let's go. Et en fait, on a commencé comme ça. On s'est séparés entre-temps, donc ça fait un petit bout de temps qu'on n'est plus ensemble, parce qu'on s'est séparés en 2019, donc tu vois, ça va faire 4 ans qu'on n'est plus ensemble. Et je crois qu'un des plus gros succès de Thank You Lab sur le plan humain, ça a été justement de réussir à faire évoluer cette relation humaine, qui était une relation romantique initialement. Et aujourd'hui, c'est une relation amicale et professionnelle très forte, où ça aurait pu en fait totalement se casser la figure. Mais aujourd'hui, on n'en retire que les bénéfices en fait du fait de se connaître par cœur. On a une
fluidité de communication qui est énorme, un peu comme t'as avec un frère ou une sœur, c'est-à-dire que tu peux t'embrouiller et 5 minutes après, on rigole et on est totalement passé à autre chose. Et moi, je pense que ça a beaucoup fluidifié notre business, d'avoir un tel niveau de proximité. Ok, c'est génial. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, t'as commencé du coup Thank You Lab pendant tes études, en plus des études qui ont absolument rien à voir, des études de droit. Comment les gens autour de toi ont vécu ça? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de lancer Thank You Lab alors que t'étais en études, surtout dans un domaine totalement différent? Les gens autour de toi, ils ont dû être effrayés, ils t'ont soutenu. Comment c'était Ils étaient effrayés, parce que je suis effrayante. Non, alors je pense que les gens autour de moi ont toujours eu conscience que j'étais un peu un ovni. C'est-à-dire que tu m'as dit que j'avais un parcours académique brillant. Je sais pas si mon lycée est du même avis. C'est-à-dire que j'avais quand même un taux d'absence, un record, je pense, dans mon lycée. L'absence, ça veut pas dire que le parcours académique peut... Non, totalement, parce que les résultats sont là et qu'en fait, j'ai toujours répondu présente au moment où il fallait répondre présente, par exemple pour le bac, où bon, bah voilà, je me suis enfermée 10 jours avant et j'ai travaillé de 6h à minuit parce qu'il était hors de question que j'ai pas la mention très bien, parce que ça, c'est un truc qui reste sur ton CV, quoi. Mais c'est vrai que j'ai une manière de travailler qui est très particulière et je pense que c'est en partie un petit peu difficile de travailler avec moi parce que j'ai une forme de désorganisation externe qui en réalité, dans ma tête, tout est très clair. Mais je pense que je suis pas forcément lisible et les gens autour de moi, donc mes proches, ma famille, mes amis, quand je leur dis qu'en parallèle de Thank You d'Assas, je vais monter une boîte de cosmétiques, que je commence à faire de la R&D avec un laboratoire en Suisse, ils me regardent et ils me disent bon, bah de toute façon c'est Vic. On sait que Vic, elle est complètement lunaire, qu'elle a des idées, mais que c'est le genre de personne qui met en action en fait ce dont elle parle. Donc en fait, autour de moi, les gens très proches y ont cru. C'est plus des gens qui me connaissaient pas, parce que même technique, hein, quand je suis allée voir le laboratoire, j'ai aussi contacté des gens dans l'industrie de cosmétiques, que ce soit dans le côté business ou scientifique. J'ai essayé d'aller choper justement de l'expérience que je n'avais pas. Et il y a tellement de gens de l'industrie qui m'ont dit mais Victoire, jamais tu vas te prendre un mur. Tu vas te prendre un mur, pénétrer l'industrie de la cosmétique. C'est impossible. T'es face à des mastodontes, des L'Oréal, hein, ils ont 95% des parts du marché. Et là, toi, t'es là, t'as pas de moyens, t'as pas de connaissances, t'as 21 ans. Bonne chance. Continue le droit. Passe le barreau. Deviens avocate. Et ça m'a pas découragée du tout parce que je pense que le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est de pas trop écouter justement les conseils. Je pense qu'il faut quand même croire son instinct pas mal. Et moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et ça marche plutôt bien pour moi. Et en termes de chiffres, maintenant, ça représente quoi à peu près Thank You Lab? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu fais par exemple? Là, t'as levé des fonds, je sais. On a levé des fonds en décembre 2022. Donc en fait, on a mis le produit sur le marché le 17 janvier 2022. On a fait un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul produit, alors qu'on n'avait pas de moyens sur l'année 2022. Donc on a eu une très belle traction avec des beaux résultats justement au niveau de la pub, alors qu'on n'avait pas beaucoup à investir. Donc ça nous a permis de faire une première levée en seed qui était pour 2023 du coup l'année du développement. C'est-à-dire que là, rester en monoproduit, c'est un petit peu la mort dans le game de la cosmétique parce qu'il faut très vite se diversifier pour augmenter la lifetime value de ton client, ce qui est hyper important. C'est ça qui pérennise et ça qui fait qu'un jour tu atteins la rentabilité. Et du coup, nous là, sur 2023, on était très focus développement de produits. On sort 8 produits entre là, depuis début octobre jusqu'à la fin de l'année. Donc, on complète la gamme Skin Restore, qui était donc le nom du premier produit, mais ça devient une gamme. On a sorti une crème pour le visage, un pain lavant dermatologique pH neutre. On va aussi sortir un sérum pour le cuir chevelu, pour les gens qui font de la desquamation, de la dermatite séborique, enfin, tu vois, tous les gens qui ont des problèmes de squam. Et on sort aussi une gamme acné à la fin de l'année. Donc pour nous, ça a été une grosse année de développement. Aujourd'hui, on a à peu près entre 10 et 15 000 clients. On a été en phase d'acquisition, mais assez douce sur 2023. On va faire à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. On a mis du temps à sortir les nouveaux produits. Maintenant qu'on les sort et qu'on va avoir une totalité de 10 produits, il faut que 2024, ce soit l'année de la vente. Et c'est la direction que ça prend, donc on est très content. Mais ça me permet d'aborder un autre point, c'est qu'après 2 ans, grosso modo, d'expérience sur le même produit, on a mis quand même 2 ans à se rendre compte qu'il y avait une très forte saisonnalité au niveau de notre produit. Et ça, c'est un vraiment bon conseil que je peux donner. Quand on lance un produit, quel qu'il soit, peu importe l'industrie, il faut vraiment se poser cette question-là de la saisonnalité parce que ton coût d'acquisition client peut varier du triple au quadruple en fait. Et nous, on s'est rendu compte qu'on avait des dynamiques de vente qui étaient exceptionnelles entre fin janvier et juin, où un client va nous coûter 10 euros, et qu'en revanche, à partir de juillet
Et jusqu'à décembre, un client peut nous coûter 45 euros. Donc en fait, nous, on met les freins sur cette période-là, où on va se concentrer sur d'autres choses, on va mettre en place d'autres actions, plus accès notoriété et moins conversion. Et en revanche, on va envoyer les gaz de janvier à juin parce qu'on s'est rendu compte que c'était le moment où pour nous, faire de l'acquisition, c'était le plus important. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur en termes de, tu vois, de vision de trésorerie, de se dire que tu as envie de faire absolument de l'acquisition toute l'année, même si ça te coûte très cher. Et je pense qu'il faut plutôt jouer le jeu de la patience, aller chercher l'acquisition quand c'est intéressant pour toi et mener d'autres actions quand ta saisonnalité n'est pas là. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir une gestion de trésor qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus viable, en fait. Mais nous, on a mis 2 ans à s'en rendre compte. Ok, super Victoire, on vient de voir ton parcours hyper inspirant, c'est hyper intéressant et je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde. On va maintenant passer à la partie 2, qui est la partie astuces et conseils que les auditeurs adorent. Je sais que t'es à la fois sur TikTok, à la fois sur le côté perso et aussi sur le côté pro, du coup, avec ThinkYouLab. T'as plus de 18 000 abonnés avec ThinkYouLab. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui veulent se lancer en tant que marque sur TikTok, que ça soit en mode organique ou en paid, donc en ads? Tu aurais des conseils, des petits bons plans, des petits tips qui pourraient aider ces personnes-là? Alors, je pense déjà qu'une marque n'a pas forcément intérêt à faire des trends. Donc, ce qu'on appelle une trend sur TikTok, c'est généralement prendre un son. Enfin, comment tu décrirais une trend, toi, sur TikTok? Non, une trend, c'est pas forcément ça, c'est une tendance ou une tendance, que ça soit des danses, avec des sons, mais en général c'est plus des danses, je dirais. Ouais. Mais c'est prendre les tendances. En fait, je dirais quand même que les tendances, en vrai, c'est hyper intéressant pour une marque. Ça dépend comment tu le fais. Faut rester dans le côté pro quand même, ne pas oublier qu'en fait c'est quand même une marque et faut pas se ridiculiser. Faut rester quand même sérieux, quoi. C'est ça, mais moi, de ce que je constate, c'est qu'en fait, faire de la trend convertit assez mal parce que justement, les gens s'attendent à ce que les trends soient faits par des gens en perso et une marque, moi, je pense, se décrédibilise un petit peu en faisant de la trend. En revanche, c'est hyper intéressant de mener des campagnes de notoriété. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a réussi à atteindre un coût, tu vois, à 8 centimes du follower, ce qui est vraiment rien. Et en revanche, en respectant les codes de la plateforme TikTok, par exemple, on a les problèmes de peau, c'est ci, c'est ça. Tu vois, vraiment de l'explication, de la pure pédagogie et de pousser ça
comme ça, et sans proposer aucune solution, tu vois, mais juste de dire, ça, ce problème de peau là, si tu l'as, ça s'appelle de la kératose-pilaire, ça vient de là, c'est génétique, c'est machin, tu vois. Petite vidéo de 30-45 secondes, et les gens qui sont intéressés, en fait, du coup, vont s'abonner, vont commenter, vont dire, moi, j'ai ça. Donc déjà, moi, ça fait travailler mon algorithme et ma base de données, parce que les gens qui se reconnaissent pas forcément, moi, c'est mes clients. Donc ensuite, je vais aller les retargeter ailleurs. Et c'est hyper important, hyper intéressant pour justement tes campagnes de conversion, d'avoir sur le côté des campagnes de notoriété, donc de awareness, où tu te fais connaître. Moi, c'est ma tête, même si je parle pas de Thank You Lab dans les campagnes de noto. Et en fait, derrière, tu te rends compte que tes campagnes de noto boostent tes campagnes de conversion. D'accord. Donc, premier conseil, c'est du coup faire des campagnes de notoriété pour augmenter ta crédibilité et aussi toucher une audience. Et après, tu fais des campagnes de conversion pour du coup atteindre ta cible et vendre derrière. Et là, du coup, qu'est-ce que tu fais comme genre de vidéo? C'est comment t'arrives à vendre ton produit directement sur TikTok? Alors, moi, je te dis, je le personnifie énormément, c'est-à-dire que je raconte beaucoup mon histoire. J'utilise beaucoup le fond vert sur TikTok. Donc, je dis, coucou, moi, c'est Victoire. Ça, c'était ma peau avant. Et j'ai fait de la recherche avec un laboratoire. Alors, je dis pas toujours que c'est moi qui ai fait le produit. J'ai testé différents angles. Tout a plus ou moins marché. Mais je dis, et ça, c'est ma peau après, grâce à cette crème. Et là, je donne 2-3 infos produits. Tu vois, je vais dire, voilà, elle est hyper concentrée en principe actif. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce qu'on a un actif qui est breveté dans la crème qui s'appelle le Pentavitin. Je me rends compte qu'en revanche, quand je pousse un peu loin l'explication scientifique, je perds un peu les gens. Parce que c'est peut-être un peu trop expert. Et qu'en fait, tu vois, le juste milieu, c'est de donner 2-3 infos réassurance produit. Mais là où les gens se reconnaissent, c'est quand je montre un avant-après. Je dis, ça c'était ma peau avant, ça c'est ma peau maintenant. Maintenant, je me mets en jupe et je suis hyper contente. Et du coup, les gens se disent, moi aussi, je vais me mettre en jupe. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une peau lisse et sans complexe, quoi. Ok, donc tu utilises principalement du storytelling. Ouais. Et après, du coup, t'essayes aussi des formats où, typiquement, t'es pas du tout sur les vidéos, tu mets par exemple des contenus clients, etc. Ouais. Et ça marche, ça? Ouais, ça marche. En fait, ce qui est génial avec TikTok, c'est que les gens ont une facilité à interagir et à commenter. D'ailleurs, un peu tout et n'importe quoi. C'est un petit peu l'écueil de la plateforme. Mais du coup, c'est du contenu que tu réutilises parce que avec la fonctionnalité où tu prends un commentaire et tu y réponds en vidéo, moi, quand j'ai des gens, ce qui arrive quasiment tous les jours, qui viennent faire un retour produit sous une de mes vidéos en disant moi j'ai acheté la crème, les filles, vraiment croyez-moi, je suis pas payée, la crème est super, j'ai vu les résultats en 3 semaines. Moi, je prends le commentaire. Et je fais une vidéo comme ça en selfie en disant mais merci, le fait que vous veniez faire des retours, moi ça me fait hyper plaisir, c'est encore plus de crédibilité quand c'est vous qui le dites et pas moi. Et en fait, tu vois, je réutilise en fait toutes ces interactions-là sur la plateforme et ça, je les mets dans une campagne de retargeting, donc des gens qui m'ont déjà découvert grâce aux campagnes ou alors de notoriété ou alors d'acquisition, ensuite voient qu'il y a des gens de TikTok qui ont acheté le produit, qui en sont contents et c'est comme ça que tu closes ta vente. Ok, super intéressant. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. TikTok, c'est quand même assez simple et en même temps assez compliqué. Et ça, c'est vraiment des stratégies qui marchent super bien. En fait, t'as tout dit. C'est dur de comprendre, mais une fois que t'as compris, ça devient très facile. C'est ça. Et là, du coup, t'as aussi levé des fonds. On en a pas beaucoup parlé tout à l'heure. T'as fait des leviers bancaires. C'est ça. Et t'as aussi levé des fonds. Ouais, on a levé des fonds en dilutif auprès de Business Angel. On a levé 300 000 euros. Et comme on est un petit peu dans la recherche, le médical, etc., on a réussi auprès de la BPI. On a eu un super prêt d'amorçage et on a aussi 2 banques qui nous suivent. Donc le total de la levée, c'est entre 700 et 800 000 euros. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour des personnes qui veulent lever, surtout qu'en plus toi c'est 2 domaines différents, donc avec des business angels et aussi avec des banques. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a un projet, qui est persuadé de son projet et qui a besoin de financement? Qu'est-ce que tu lui dirais pour réussir à lever financièrement? Je pense qu'il faut pas lever trop tôt et perdre trop de temps à faire des énormes pitch decks tant que t'es pas allé chercher un tout petit peu de traction sur ton marché, quoi. Je pense que au début, du moins la première année, il faut vraiment lancer son produit avec le peu de moyens que t'as, le peu d'outils que t'as. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vérité, c'est que tu peux aller chercher un effet de viralité en organique et tu auras beaucoup plus de facilité à lever des fonds quand tu auras fait un petit peu tes preuves et que tu seras allé titiller justement ton marché et que tu auras prouvé que ton produit a de l'attraction. Là, la levée de fonds sera plus facile parce que tu arriveras déjà devant tes potentiels investisseurs avec beaucoup plus d'assurance et tu peux avoir le meilleur pitch deck de la planète. Si t'es pas allé chercher un petit peu ton marché, ton pitch deck, il vaut pas grand-chose aux yeux des gens. Et tandis que si, grâce aux réseaux sociaux,
t'es allé chercher un petit peu ton marché et que t'as prouvé qu'il était là et qu'il répondait positivement, là, en revanche, ta levée de fonds, tu peux la faire avec un PowerPoint de 10 pages, pas trop travaillé, parce qu'en fait, t'as de la data, t'as des chiffres, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut lever des fonds. Comme on l'a dit tout à l'heure, t'as commencé sans expérience, ni même, t'as pas fait d'études, t'avais pas forcément de connaissances quand t'as commencé dans le business. Quel conseil, quelle ressource, quel outil tu conseillerais à des personnes qui débuteraient que toi, par exemple, t'aurais voulu connaître quand t'as commencé? Vraiment un outil pur, tu veux dire accessible? Plein de ressources, des outils, même des inspirations, que ce soit des personnes. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller chercher dans le secteur dans lequel tu te lances la personne qui t'inspire le plus et essayer par tout moyen de la contacter. Parce que tu peux demander des conseils à plein de gens autour de toi. S'ils connaissent rien au domaine dans lequel tu te lances, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment aller chercher la personne qui t'inspire le plus. Moi, c'était Didier Tabary et essayer par tout moyen d'avoir un rendez-vous avec, quoi. T'as réussi à avoir un rendez-vous avec? J'ai réussi, ouais. Incroyable. Et du coup, après, tu lui as posé toutes tes questions, etc. Ouais. Voilà, c'est incroyable. Et en termes de ressources, d'outils, je sais pas, par exemple, tu parlais de Shopify tout à l'heure. Ça dépend. En e-commerce, il faut un Shopify, il faut utiliser Klaviyo pour travailler. Klaviyo, c'est pour les emails. Pour les emails, pour l'emailing, pour travailler son CRM, qui est donc sa base de clients. Faut tout découvrir. Et ce qui est génial aujourd'hui avec ChatGPT, c'est que si tu demandes à ChatGPT, quelles sont vraiment les grandes lignes, les grandes choses à savoir sur telle industrie, il va commencer déjà à te débroussailler, parce qu'au-delà d'avoir les réponses, l'important c'est d'avoir les bonnes questions quand tu te lances dans quelque chose. Et je pense que ChatGPT est un outil absolument magique aujourd'hui pour ça. Ok, tu l'utiliserais dès le début, ChatGPT? Ouais, aujourd'hui, ouais. Moi encore, je trouve que je l'utilise pas assez. Ouais, mais là, tu vois, tu l'utiliserais dès le début alors que tu n'aurais pas les connaissances dès le début? Mais justement, pour qu'il m'aide à trouver les bonnes questions. C'est-à-dire que là, si demain je devais lancer une boîte de cosmétiques, j'irais demander à ChatGPT, je peux toute seule comprendre déjà qu'il faut que j'aille sur le e-commerce. Mais j'y connais rien au e-commerce. Là, j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les grandes choses à savoir dans le e-commerce. Et là, il te balance un nombre de termes et de trucs que tu connais pas. Tu prends chaque terme, tu vas en chercher la définition. Tu regardes, t'essayes d'aller trouver quelqu'un qui a lancé un site de e-commerce qui a bien fonctionné, t'essayes de le contacter sur LinkedIn. Il faut avoir autant, je trouve, dans ta manière de te former sur un sujet que tu connais pas, d'interaction virtuelle avec des outils virtuels, type ChatGPT, pour essayer d'aller débroussailler un peu et te former vraiment sur de la connaissance pure, que du retour purement humain, avec de l'expérience humaine de quelqu'un qui l'a vraiment fait et qui dira, écoute, voilà les écueils, voilà les choses à pas faire. En revanche, ça, c'est essentiel. Et je trouve que c'est un mix des deux qui font que tu peux monter en compétences rapidement. D'après toi aussi, pour lancer du coup dans le e-commerce, etc., est-ce que tu as des astuces pour se lancer, tu vois, créer un site internet? Là, on a parlé de Shopify, mais globalement, dans le e-commerce, c'est quoi, toi, les astuces que tu donnerais à quelqu'un? Alors, c'est hyper contre-intuitif, mais un site qui est beau et esthétique n'est pas forcément un site qui convertit. C'est-à-dire qu'il faut se faire violence dans le fait d'aller chercher un site qui est vraiment focus expérience user et conversion. Et c'est pas forcément les sites les plus beaux qui convertissent le mieux. Donc, un conseil, prenez vraiment un expert marketing et quelqu'un qui fait des Shopify e-commerce et pas forcément agence de design, de maquette, de site web qui peuvent être sublimissimes, mais un site vitrine n'est pas un site qui convertit. Et c'est une question que je pose vraiment à tous mes invités, parce que vous avez tous des emplois du temps assez fous. Comment tu arrives à gérer ton temps entre ta vie pro, ta vie perso, mais aussi maintenant, toi, tu te lances aussi dans la musique. Comment tu arrives à gérer les trois? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à quelqu'un qui commence à avoir un emploi du temps trop chargé pour mieux s'organiser et réussir quand même à faire tout? Moi, je pense que la vie est beaucoup une histoire de timing. Et j'aime bien cette phrase « Where attention goes, energy flows ». En gros, ça veut dire que là où tu mets ton temps et ton énergie, c'est là qu'il va se passer des choses. Faut connaître ses priorités. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais j'accorde un petit peu moins d'importance à ma vie perso. C'est-à-dire que je vois mes proches, je vois mes amis. J'ai la chance d'avoir pas mal d'amis qui sont entrepreneurs, donc ça permet aussi de combiner un peu deux aspects de ma vie. Mais en revanche, aujourd'hui, ma vie sentimentale est un total désert. Et c'est pas grave, parce que pendant des années, ça a été un énorme focus. J'ai eu des relations longues, et aujourd'hui, à 25 ans, c'est plus ma priorité. J'ai pas forcément envie de trouver quelqu'un aujourd'hui. En revanche, là, Thank You Lab et mon projet dans la musique, qui est en train d'exploser par ailleurs, alors qu'on a commencé il y a 1 mois et demi, c'est
vraiment les 2 gros pans de ma vie qui me rendent profondément heureuse. Et c'est là où j'ai envie d'investir l'immense majorité de mon temps. Mais ça peut re-switcher, tu vois, dans quelques années. Peut-être que, je me serais un peu posée, j'aurais solidifié à la fois Thank You Lab, à la fois la musique. Je sais pas trop où tout ça va m'emmener, mais en tout cas, j'y crois beaucoup. Et j'aurais envie de dégager plus de temps et de rencontrer quelqu'un. Mais je trouve que c'est pas obligatoire, tu vois, d'avoir cette espèce de camembert où 33%, 33% entre les trois. Non, si j'ai envie de mettre 50% de mon temps dans Thank You Lab, 40% de mon temps dans la musique et 10% de mon temps dans ma vie perso, ce qui est aujourd'hui plus ou moins le cas, je fais ça et ça me convient très bien. L'important, c'est de se sentir aligné par rapport à ses envies et à ce qui nous rend heureux. Parce qu'in fine, vraiment, la finalité, c'est le bonheur. Et moi, si le bonheur, c'est de passer mes week-ends en studio à chanter, je passe mes week-ends en studio à chanter, même si c'est du travail et que c'est du pro quelque part. Ok. Peux-tu nous parler d'une leçon clé que tu as eue en tant qu'entrepreneuse et qui t'a marqué et dont tu peux en retirer une leçon sur l'approche des affaires? Moi, ce qui a toujours fait la différence dans ma manière de faire du business, c'est d'avoir toujours cette approche humaine où les gens sont pas des numéros et quand tu t'adresses à quelqu'un pour un sujet ultra spécifique, qui peut être ta com ou le mec qui fait ton site web, s'intéresser aux autres. Ça fait toujours la différence dans la qualité du rendu et en fait la relation humaine est un pur miroir de ce qui va se répercuter sur ton business. Donc en fait le plus tu vas t'intéresser aux gens, le plus tu vas provoquer le fait qu'ils vont avoir envie de te faire un rendu qualitatif. Donc en fait en améliorant la relation humaine, t'améliores la relation de business et ça se répercute directement sur ton entreprise. Et on en parlait tout à l'heure, mais du coup, vous vous êtes lancé sans vraiment avoir au départ du coup de l'argent pour vous lancer. Comment tu fais pour te lancer sans argent? C'est quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui se lance mais qui n'a pas l'argent? Alors j'ai pas envie de mentir, c'est-à-dire que moi j'ai emprunté de l'argent à mon père, Thibaut a emprunté de l'argent à son père, donc on avait quand même une petite enveloppe de démarrage, tu vois, où on a pu produire déjà une première prod du premier produit. On avait quelques milliers d'euros pour faire le site web, puis après on avait quelques milliers d'euros pour commencer la pub. On aurait pu totalement se casser la figure, parce que si on n'avait pas converti tout de suite, par définition on n'aurait pas eu de rentrée d'argent, donc on se serait retrouvé avec un compte à zéro, un stock de 5000 unités, et on se serait dit on fait quoi? Et donc en fait, alors ça dépend, moi je pense qu'en cosmétique il faut quoi qu'il arrive avoir un petit peu d'argent au début. Alors pas des centaines de milliers d'euros, mais pour faire sa première production, pour mettre en place son site web, pour commencer un petit peu ses ads. Après, on peut toujours aller chercher l'effet viralité organique. Mais en revanche, il faut quand même que tu aies ta première prod. Et faire une première production de X centaines ou X milliers d'unités, ça coûte quand même de l'argent. Ouais. Et maintenant, plus sur le côté perso, sur le côté musique, qui est aussi en train de passer au niveau pro, est-ce que tu aurais des conseils à des personnes qui souhaitent se lancer sur les réseaux comme toi tu l'as fait? Il faut tester des concepts. Je m'en suis rendu compte, moi je démarre vraiment, mais là ça prend très fort, parce que tu vois, rien que sur la journée d'hier, on a pris 6000 abonnés sur YouTube en une journée, donc là tu vois la courbe elle est en train vraiment d'augmenter très fort. Il faut vraiment aller chercher du contenu qualitatif, donc ça veut dire que l'exécution dans ta manière de faire les vidéos, en tout cas concernant la musique, doit être qualitative, et il faut tester différents concepts. C'est-à-dire en fait, ce qui fait toute la différence, c'est le hook. Donc ça va être ta capacité à faire en sorte que ton viewer reste sur ta vidéo, alors qu'on a tous l'envie de scroll toute la journée. Et qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes? C'est le début de la vidéo. Donc il faut vraiment que les 2-3 premières secondes soient ultra pertinentes, et ensuite tu balances ton contenu. Et nous, on a trouvé un concept qui fonctionne super bien. Parce que vous êtes deux. On est deux, avec Raph. On fait, du coup, on a un duo de musique où on reprend des covers, mais on fait aussi des prods de musique qui sont les nôtres. Et le concept qui a très bien fonctionné, c'est 3 mots, une compo. Donc on est tous les deux en fait face à la caméra. Il y en a un qui calcule pas du tout ce que fait l'autre. Et celui qui est devant le micro dit, je dis pas Raph, donne-moi 3 mots là comme ça. Et il me donne 3 mots qui ont aucun sens, quoi. Où tu te dis, mais comment est-ce qu'elle va réussir à faire une chanson avec ces 3 mots? Et ensuite, boum, il y a une prod musicale qui est déjà en fond. Et il me donne les 3 mots. Et je lui dis, OK. Et là, en fait, je fais de l'impro sur les 3 mots en faisant une petite chanson de 15 secondes. Et ça, c'est un concept, Raph, sur une de ses impros, il a dépassé le 1 million de vues sur TikTok en organique avant-hier. C'est génial. C'est ouf parce que tu te lances encore une fois dans une niche qui est ultra concurrentielle et qui en plus tu t'y connais pas du tout. Ouais. Et ça doit être mon pattern.
Ouais, mais en plus, même sur ce que tu disais avant, sur Thank You Lab, tu t'es concentré sur le produit, et là, tu te concentres sur le concept, qui du coup se différencie également. Donc, c'est assez intéressant. Je vais maintenant te poser la dernière question du podcast, celle que je pose à tous mes invités. Fais-moi découvrir un site ou une application utile que tu as sur ton téléphone et que nos auditeurs pourraient utiliser. Alors, ça va être hyper simple. Parce que tu vois, je te disais que je bossais avec beaucoup de prestats externes, de freelance, etc. Et moi, l'application qui vraiment centralise tout pour moi, et c'est trop bien parce que quand je suis en train de me déplacer dans les transports, j'utilise c'est Notion. Tout le monde me dit Notion. Bah ouais, mais parce que Notion, je suis désolée, mais c'est exceptionnel. Moi, si je te montre mon Notion là, j'ai Notion, c'est vraiment... les filles qui font ma com, j'ai l'inter de Thank You Lab, j'ai Ben Evic, c'est l'agence qui gère mes ads, j'ai l'emailing Arada, et en fait, j'ai tout. Et ce qui est trop bien, c'est que ils me font les updates en temps réel des livrables sur lesquels ils doivent avancer. Et moi, j'arrive en validation, je mets mes commentaires et du coup, ça avance. Et c'est ultra fluide, à la fois pour s'organiser et avoir cette espèce de rétro-planning, tu vois. Victoire, un grand merci de t'avoir reçu aujourd'hui, de nous avoir livré tous tes conseils, ton expérience. Je suis sûr que ça aidera énormément de personnes. Merci encore. Merci beaucoup, Max. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Que ce soit pour le business, le marketing, les études ou même les astuces du quotidien, je suis toujours à la recherche des meilleures pépites pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher les astuces qui changeront votre vie. À bientôt.